Bonjour, nous commençons dans ce premier cours par la découverte des bases d'Excel, donc sur un fichier qui va comporter plusieurs onglets qui s'appellent ici des feuilles de calcul. Le but étant que chaque feuille de calcul puisse nous permettre de découvrir une nouvelle notion dans les bases d'Excel. Donc pour commencer, Excel est un tableur. On travaille donc ici avec des cellules comme celle-ci. Chaque cellule est repérée par sa lettre qui représente la colonne et par le chiffre qui va représenter la ligne. On pourra aussi parler de plage de cellules en sélectionnant plusieurs cellules d'un coup. Chaque plage de cellules sera reconnue par la première cellule qui se trouve en haut à gauche, ici G8, 2 points, la dernière en bas à droite, ici I10. Avant d'aller plus loin dans les découvertes Excel, je vous propose de découvrir une première fonctionnalité qui est le choix du format des cellules. Pour chacune de ces cellules ici, j'ai entré la valeur 50. Et il va s'agir dans un premier temps, ici dans l'onglet Accueil, de pouvoir modifier le format d'affichage, à savoir un format monétaire pour le premier, un format en pourcentage pour le second, un format en mode texte pour le troisième, un format en mode nombre pour le quatrième, le format date courte que je ne trouve plus ici, et le format date longue que nous avons ici pour le dernier. Première chose, lorsque plusieurs dièses s'affichent dans une cellule, cela signifie simplement que votre colonne n'est pas assez grande pour afficher le contenu. Il est possible ici d'écarter les colonnes pour agrandir et afficher la totalité du contenu. Nous pouvons constater que le mode monétaire, lui, va rajouter les 2 décimales pour les centimes ainsi que le mode monétaire, le symbole euro. Petit inconvénient pour le mode pourcentage, nous voyons qu'ici la valeur de 50 est passée à 5000%. Donc chose à laquelle il faut faire très attention lorsque vous mettez des valeurs dans une cellule et que vous changez le format par la suite. Pour passer en mode pourcentage, bien être conscient que tout sera multiplié par 100. Il aurait fallu éventuellement mettre cette valeur en valeur décimale afin de pouvoir atteindre la valeur de 50%. Par contre, si on saisit la valeur 50 dans la cellule à l'intérieur, cette fois on voit bien apparaître le résultat escompté, à savoir 50%. Le mode texte signifie simplement que les données à l'intérieur ne pourront servir que à de l'affichage et à du traitement sous format de texte. Le mode nombre permettra de travailler de manière mathématique avec des valeurs. Ce qui m'intéresse ici, c'est les notions de date courte et de date longue, d'essayer de comprendre quel serait le point commun, le rapport entre le 19 février 1900 et la valeur 50 que nous avions entrée dans la cellule. En fait, sur Excel, le calendrier débute le 1er janvier 1900 et donc chaque date pour Excel est présenté comme le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900. Donc le 19 février 1900 correspond bien au 50e jour depuis le début du calendrier pour Excel. La date longue fonctionne de la même manière en présentant bien évidemment le nom du jour et le nom du mois au lieu de l'écrire sous le format précédent. Important aussi, ne pas croire forcément toujours ce qu'on voit sur Excel, en tout cas faire attention à des petits éléments. Ici, on aurait tendance à dire que 13 est plus grand que 12,9, et pour autant, quand on regarde dans cette cellule-ci, où il est écrit 13 pour l'instant, nous voyons que la vraie valeur en haut est de 12,5. Alors pourquoi cette erreur d'affichage? Tout simplement parce que j'ai manipulé dans cette cellule ces petits boutons qui vont déterminer le nombre d'emplacements disponibles pour afficher la valeur. Il ne s'agit en aucun cas d'un arrondi. Et bien ici, quand on augmente le nombre de cases, de la possibilité d'afficher le nombre entier ou pas. Donc l'arrondi ici n'est pas réel. Mathématiquement, si on faisait un calcul avec ces 2 cellules, le calcul qui serait effectué serait 12,9 plus 12,5. Donc attention quand on manipule ces boutons. Là encore une fois, c'est pour un confort de lecture éventuellement pour des valeurs, mais la valeur affichée ne sera pas forcément la valeur arrondie que l'on aurait envisagée. Pour faire des arrondis, nous verrons un peu plus tard dans les formules comment faire pour arrondir une valeur. Donc faire bien attention à ne pas manipuler ces boutons, ou en tout cas à le faire en étant bien conscient de ce que l'on met en place. Lorsque l'on manipule ces boutons, on détermine le nombre d'emplacements disponibles pour afficher la réponse, et donc il se peut que l'arrondi que l'on voit affiché ne corresponde pas à la valeur exacte. Encore une fois, la valeur la plus intéressante à retenir est bien celle qui se trouve ici, dans la barre de calcul. Une des notions les plus importantes sur Excel est la possibilité de faire des incrémentations. Contrairement à la sélection de cellules, où le curseur ici est une grosse croix blanche et permettrait de sélectionner plusieurs cellules d'un coup, lorsqu'on est dans une cellule, le curseur va changer de forme lorsqu'on sera sur le petit carré vert en bas à droite et devenir une croix noire.
une fois qu'on est sur ce format de curseur, il est possible d'étirer vers le bas une cellule. Lorsque l'on l'applique sur les jours de la semaine, vous pouvez voir qu'Excel va automatiquement incrémenter les jours de la semaine de manière récurrente jusqu'à ce que l'on s'arrête. La petite barre d'outils qui est présente ici vous permettra éventuellement de n'incrémenter par exemple que le mot lundi en copiant les cellules, de ne copier que la mise en forme, c'est-à-dire le fait que la police soit blanche avec un fond bleu, ou alors d'incrémenter les jours de la semaine uniquement, et donc de se débarrasser des samedis dimanches, qui peut être relativement intéressant lorsqu'on met en place un calendrier de travail. Il est possible de faire la même chose avec les mois, et également avec les dates qui ont été mises en place. Lorsque l'on sélectionne deux cellules d'un coup, donc ici pour une suite arithmétique de raison 2, Excel va être en mesure de pouvoir tester la suite et de pouvoir étirer directement en poursuivant le mode de calcul, donc ici en comptant de 2 en 2 jusqu'au bout. Et enfin, notion qui nous intéressait le plus pour la suite de notre travail, la possibilité de faire des fonctions qui vont être calculées pour une ligne et que l'on pourra étirer sur un grand nombre de lignes. Encore une fois, c'est tout l'intérêt du tableur. Ici, on fait des exemples avec quelques lignes, mais on pourrait envisager de le faire sur des milliers de lignes de la même manière. On va commencer une formule en écrivant que cette cellule est égale, alors je vais cliquer sur la valeur à côté, F2, plus la valeur à côté, qui est G2. En validant, on peut déjà constater que le calcul effectué est juste. Les calculs mathématiques sont relativement simples sur Excel. Addition-soustraction, petite information, la multiplication sera faite avec l'étoile et la division avec le slash. Lorsque je double-clique sur une cellule qui contient une formule, ce qui est relativement intéressant, alors que ce soit ici ou dans la barre de calcul, je vais pouvoir faire apparaître des couleurs qui vont être très intéressantes dans la suite de notre travail pour essayer de comprendre quel est le calcul effectué. Ici, on voit réellement qu'on calcule F2 cellule bleue plus G2 cellule rouge qui correspondent bien aux valeurs qui sont ici. On est ici dans une écriture que l'on appelle relative, c'est-à-dire qu'on a écrit les valeurs de cellules avec uniquement le nom de la colonne et le nom de la ligne, sans le fameux dollar que certains connaissent peut-être et qu'on découvrira tout à l'heure pour les différents types d'écriture sur Excel. Donc, en étant dans cette écriture-là, il faut comprendre que Excel ne compte pas, lui, faire le calcul systématiquement de la cellule F2 plus G2, mais on lui demande bien, dans ce qu'il interprète, de calculer la cellule juste à côté de lui, plus la cellule encore à côté. Du coup, lorsqu'on va étirer cette formule vers le bas, en incrémentant, on va se rendre compte qu'effectivement, toutes les cellules vont nous suivre. Dans la cellule tout en bas ici, on calcule bien F9 plus G9. Les valeurs qui se trouvaient ici dans la ligne 2 sont descendues en ligne 9 et ont donc suivi la formule. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est que lorsqu'on est en écriture relative, encore une fois, une cellule est écrite uniquement avec sa lettre et sa colonne, on va pouvoir étirer différents éléments et tous les éléments présents dans la formule vont se déplacer de la même manière, dans le même sens, avec nous. Intéressant aussi de pouvoir faire la découverte de toutes les solutions pour faire des copier-coller sur Excel, même si 3 sont très importants et mériteront d'être retenus pour la suite de nos exercices. Il est quand même intéressant de les avoir tous découverts au moins une fois. Nous avons ici un prix hors taxe à 14 € et ici un prix TTC qui est à 16,8 TTC que j'ai calculé en multipliant bien évidemment la cellule A2 par 1,2. Le fameux dollar qui est présent ici, nous en parlerons tout à l'heure, il est complètement indépendant de la notion qu'on veut découvrir pour l'instant. Je vais copier cette cellule pour l'instant de manière classique, mais je ne vais pas la coller directement, soit avec CTRL-V, soit avec la souris, mais je vais bien faire ce qu'on appelle un collage spécial. Les collages spéciaux sont rangés dans 3 catégories et je vous propose pour l'instant, dans un premier temps, de les faire les uns après les autres dans l'ordre. Donc nous poursuivons les copier-coller dans l'ordre les uns après les autres systématiquement et nous pourrons par la suite déterminer quel en est l'intérêt. Cette tâche peut paraître un peu laborieuse, mais vous allez voir tout à l'heure qu'il y a un réel intérêt de connaître au moins 3 de ces copier-coller spéciaux pour pouvoir faire un gain de temps optimal dans la suite de notre travail.
trois petits derniers, nous arrivons presque au bout de ces copier-coller. J'ai raté celui-ci. Et le dernier. Alors pour l'instant, on ne voit pas forcément grand-chose, si ce n'est que certaines mises en forme ont été conservées. Effectivement, beaucoup de ces copier-coller seront plus ou moins gadgets, pourront faire effectivement gagner du temps, mais ne sont pas indispensables. Et nous allons nous rendre compte que dans chacune de ces trois familles, qui sont bien distinctes, au moins un est à retenir systématiquement. Pour bien comprendre ce qui se passe, le prix hors taxe présent ici, nous allons le passer à 20 € afin de pouvoir constater les modifications. Nous constatons que dans certaines lignes, dans certaines cellules, les valeurs ont été modifiées à 24, mais que dans d'autres, elles sont restées à 16,8, qui était le résultat que nous avions obtenu auparavant. En fait, si vous regardez dans la première ligne, pour toutes ces valeurs qui sont ici, même si le rendu parfois graphique est un peu différent, une chose est conservée systématiquement, à savoir la formule qui a été calculée au départ à 2 multiplié par 1,2. Ce qui explique que le hors-taxe en A2 ayant changé, la valeur en B2 va être modifiée, donc elle est impactée dans toutes ces cellules de toute la ligne. Dans toute cette famille de copier-coller, celui à retenir est bien évidemment le premier, qui est en fait le copier-coller que l'on obtiendrait par défaut sur Excel, lorsque vous faites CTRL-C, CTRL-V, ou avec la souris copier-coller sans vous poser de questions. C'est ce copier-coller-là qui est mis en place. Il va conserver donc systématiquement la formule, encore une fois. Donc la formule dans la cellule copiée va être recopiée dans la formule de destination. Et il va conserver aussi le format monétaire, par exemple, conserver la mise en forme, la couleur, la taille de cellule, les bordures, et ainsi de suite. Tous les autres, dans cette même ligne, sont plus ou moins des gadgets et vont permettre éventuellement de ne garder que la formule ou la mise en forme et de conserver par exemple les bordures ou la largeur de la colonne de départ. Pour la deuxième, par contre, nous pouvons constater que dans toutes ces cellules, dans les trois cellules proposées, la valeur inscrite est de 16,8. Encore une fois, 16,8 était le résultat qui avait été proposé au préalable. Et donc, ce que je vous demande de comprendre, c'est que dans ces cellules-là, dans ces copier-coller-là, nous n'avons pas copié la formule de la case B2, mais nous avons bien copié le résultat à l'instant T tout à l'heure, lorsque la formule valait 16,8. En gros, tout à l'heure, nous avons copié le résultat du calcul qui était de 16,8, et il a été recopié ici comme si nous l'avions tapé à la main. Ceci est relativement intéressant lorsqu'on veut déplacer des valeurs d'un endroit d'un fichier Excel, par exemple, dans un autre tableau, sans plus transporter la formule, mais en récupérant uniquement le résultat. Par exemple, lorsqu'on fait un calcul de moyenne de notes, il est possible de ne récupérer que la valeur calculée et de la recopier dans un autre tableau afin de s'en servir pour d'autres raisons. Et enfin, pour notre dernière valeur, les trois derniers à retenir ici, nous allons modifier le TTC et taper nous-mêmes à la main la valeur de 50. Si le TTC est passé à 50, nous voyons que dans la première ligne, rien n'a été modifié. Pourquoi ? Je vous rappelle que dans la première ligne, c'est toujours la même formule qui a été conservée et qui, elle, renvoie bien au calcul de A2, donc 20 € multiplié par 1,2 pour avoir 24. Dans la deuxième ligne, les valeurs n'ont pas bougé non plus. Là aussi, pourquoi ? Nous avions fait un copier-coller en valeur, à savoir conserver uniquement le résultat du calcul précédent avant la modification, et donc 16,8 n'a pas été impacté. Par contre, dans deux d'entre eux, notamment celui-ci, le collage avec liaison, nous nous rendons compte que la valeur a été impactée. Cette cellule-là et celle-ci ont exactement la même valeur. Le collage avec liaison va permettre en fait de créer une cellule miroir d'une autre cellule. La cellule B2 a été copiée de manière miroir dans cette cellule-ci qui est la cellule G8. À chaque fois que la cellule B2 sera modifiée, la cellule G8 sera modifiée directement de manière immédiate. Cela peut être très intéressant dans la comptabilité par exemple, lorsqu'on veut faire un report de valeur du chiffre d'affaires d'un mois sur un autre mois. Le faire avec un collage par liaison permettra, si on constatait une erreur dans plusieurs mois, que les modifications affectées à partir de cette erreur-là puissent être répercutées en chaîne systématiquement grâce au collage avec liaison dans toutes les cellules impactées sur plusieurs fichiers directement les uns après les autres. Donc, pour récapituler, trois manières de coller sur Excel intéressantes à vraiment retenir. Le premier ici, donc je vous remontre à quoi il correspond. Le premier copier-coller qui est celui-ci. Le copier-coller classique, si vous ne vous posez pas de questions et vous faites CTRL-C, CTRL-V, ou encore une fois copier-coller normal sur le logiciel,
automatiquement, il recopiera la formule avec toute la mise en forme et les formats qui ont été pris en compte. Le deuxième copier-coller à retenir est le copier-coller en valeur, à savoir celui-ci, 1, 2, 3, qui ne va prendre que la valeur calculée de la formule dans laquelle est écrite la cellule, pour ne recopier que cette valeur dans la cellule. Et enfin, le copier-coller avec liaison, qui lui se trouve ici, celui avec la petite chaîne à cet endroit-là, qui va permettre, lui, de faire un lien direct, une cellule miroir de la cellule initiale, encore une fois, ce qui pourra être intéressant pour reporter des valeurs directement d'une cellule à l'autre. Nous allons maintenant découvrir comment nommer des cellules sur Excel. Mais avant de faire ceci, tenter de faire un premier calcul. Ici, l'objectif étant de calculer un prix TTC que l'on va calculer comme étant le hors-taxe plus le hors-taxe multiplié par la TVA. Cette formule-là nous permettra de séparer effectivement le montant hors-taxe du montant de la TVA d'un point de vue comptable, ce qui pourrait être intéressant d'avoir les deux valeurs. Donc gardez bien cette idée-là. Nous aurons souvent utilisé cette formule dans les prochains exercices. Le calcul du TTC qui, au lieu de se faire en multipliant par 1,2, se fera en étant la somme du hors-taxe plus le hors-taxe multiplié par la TVA. Donc ici, simplement écrire que le prix TTC est égal à la cellule hors-taxe, donc la cellule B3, plus ce même hors-taxe, B3, que nous allons multiplier par la TVA qui se trouve ici. Donc, le résultat obtenu de 18,72, donc ce calcul plutôt simple. Ce qui m'intéresse surtout, c'est dans la cellule d'après de le calculer d'une autre manière. Vous vous rendez bien compte qu'ici, les valeurs que l'on souhaitait sont présentes très très proches de notre formule, ce qui nous permet de cliquer rapidement dessus. Imaginons que ces cellules soient beaucoup plus éloignées sur la feuille de calcul, tout en bas, à des centaines de lignes, ou alors que la TVA puisse éventuellement être stockée sur une autre feuille de calcul, de manière générale, comme une variable, et on voudrait prendre systématiquement cette même valeur. Ce qui sera intéressant, c'est donc de pouvoir donner des valeurs nominatives à une cellule que l'on pourra réutiliser ailleurs, partout, sur cette feuille de calcul, mais aussi sur n'importe quelle autre feuille de calcul. L'intérêt, par exemple, pour la TVA, serait de pouvoir la déclarer une seule fois en début de fichier et de pouvoir s'en resservir systématiquement dans tous nos calculs. Vous imaginez l'intérêt si demain la TVA venait à changer, il suffirait de modifier une seule cellule pour que cela impacte tous les calculs de toutes les feuilles. Pour nommer une cellule, il y a plusieurs solutions. La plus simple et la plus directe, sélectionner la cellule ici, 20%, et ici, là où s'affiche la valeur A3, lui donner un nom que je vais mettre ici comme TVA. Lorsqu'on clique ailleurs et qu'on revient, nous pouvons constater qu'effectivement cette cellule s'appelle bien TVA et que celle-ci pourra s'appeler de la même manière hors-taxe. Si vous préférez la manipulation de la souris, un clic droit sur une cellule vous permettra aussi de définir un nom de la même manière ici. Un troisième endroit est relativement intéressant et stratégique, à savoir dans l'onglet des formules, la possibilité ici de définir un nom également. Je vous montre cette solution puisque à cet endroit-là, dans l'onglet formules, on trouve également ici le gestionnaire de noms dans lequel on pourra retrouver toutes les variables qui ont été déclarées, donc à savoir ici le HT et TVA qui ont été déclarées il y a quelques secondes. Il faut comprendre que chaque variable ne pourra exister qu'une seule fois dans un fichier Excel. Autrement dit, si vous êtes trompé de cellule pour la TVA, avant de pouvoir les réattribuer sur une bonne cellule, il faudra venir sur cette valeur-là, la modifier ou directement la supprimer afin de pouvoir réaffecter le nom TVA à une autre cellule. Une fois que ces informations ont été mises en place, il est possible de calculer le TTC en lui disant ici égal, je commence à taper hors taxe et je me rends compte qu'effectivement la variable arrive directement en dessous, plus hors taxe, encore une fois, multiplié par TVA. Effectivement, ici, cela n'a pas grand intérêt puisque les cellules sont juste à côté de nous, mais encore une fois, cette solution vous permettra, lorsque les cellules sont très éloignées, ou encore une fois, de pouvoir déclarer une variable en début de fichier pour l'ensemble de toutes les feuilles de calcul. Cela pourrait être relativement intéressant et pratique. Autre élément important à découvrir sur Excel, nous souhaiterions ici, dans cette cellule, faire apparaître la valeur qui se trouve en B2 sur la feuille copier-coller. À savoir sur la feuille de calcul copier-coller, la cellule B2 qui, chez nous, après notre modification, vaut 50. Lorsque je vais commencer une formule ici, en écrivant égal, on est souvent tenté, soit pour trouver une information, soit pour prendre une valeur, de se déplacer entre les différents onglets.
Effectivement, si je viens ici sur l'onglet copier-coller, dans la cellule B2, on se rend compte ici, dans la formule de calcul, qu'il est en train d'écrire égal, entre guillemets, copier-coller, point d'exclamation B2, ce qui se veut dire qu'on est sur la feuille de calcul copier-coller dans la valeur B2. La problématique de cette manipulation est que désormais, si on revient sur notre cellule de départ et qu'on souhaitait continuer un calcul, en lui demandant de faire une somme, ceci, plus cela, plus cette cellule-là, vous vous rendez bien compte qu'il va systématiquement garder devant chaque cellule le nom qui aura été sélectionné, c'est-à-dire le nom de la feuille de calcul sur laquelle nous nous trouvons. Vous comprenez assez rapidement que cela risque de passablement alourdir toutes nos formules. Autrement dit, sauf cas extrême, il vaut mieux éviter de vous déplacer d'une feuille de calcul à une autre pour récupérer des valeurs en pleine formule. À ce moment-là, si on a fait cette manipulation-là, souvent pour aller lire une information, ce que je vous conseille, c'est la touche magique sur Excel, de faire échappe et de recommencer votre formule correctement. Alors ici, comment pourrions-nous procéder effectivement pour que cette cellule-là apparaisse ici? Alors, il y a deux possibilités par rapport à ce qu'on a vu. Possibilité ici, dans cette cellule, de lui donner un nom. Par exemple, je vais l'appeler cellule. Donc je l'appelle cellule. Et j'ai cette possibilité ici de lui dire égal cellule, que je vais retrouver directement ici. Première solution. La deuxième solution serait, comme nous l'avons vu précédemment aussi, toujours sur cet onglet-là, de copier cette valeur-là et de la recoller, donc en faisant un report de valeur, comme nous l'avons vu tout à l'heure, une cellule miroir, de la coller en collage spécial, ici, avec la petite liaison, le collage avec liaison, qui permettra d'avoir ici un miroir automatique. Comme nous l'avions vu tout à l'heure, si nous étions dans le cas d'un report de chiffre d'affaires d'un mois à l'autre, il suffirait ici d'effectuer une modification à 100 pour qu'elle soit répercutée automatiquement sur cette cellule qui se trouve ici. Donc, à retenir deux informations importantes, ne pas hésiter, lorsque des valeurs sont utilisées très souvent dans les formules, à leur donner des noms. L'exemple de la TVA était un très bon exemple. Et puis, lorsqu'on est dans une formule, éviter à tout prix de se déplacer entre les différentes feuilles de calcul, sauf si on n'a pas le choix. Privilégier soit le copier-coller avec liaison pour un report de valeur, ou alors éventuellement donner un nom à une cellule pour la réutiliser dans un autre onglet sur une autre feuille de calcul dans la formule. Il est temps à présent d'aborder les calculs et les références. Avant de découvrir la partie du tutoriel, je vous engage à essayer de chercher vous-même ces formules ici, à savoir pour le total hors taxe, le calculer en multipliant bien évidemment la quantité par le hors taxe unitaire. Un calcul relativement facile. Nous serons en écriture relative. Il sera possible, comme nous l'avons fait tout à l'heure, d'étirer jusqu'en bas. Vous constaterez que le total hors taxe se calculera correctement jusqu'en bas systématiquement. Je vous demanderai ensuite de faire le même travail pour le total TTC en utilisant systématiquement cette TVA qui est là. Donc le TTC qui sera bien le hors-taxe plus le hors-taxe multiplié par la TVA de cette cellule. Le calcul sera très bien mis en place pour la première cellule, mais dès la deuxième ligne, vous constaterez en étirant votre formule qu'il y a un problème avec la TVA. Il y a deux possibilités, pas forcément très élégantes, mais qui vous permettraient de régler ce problème grâce à ce qu'on a vu jusqu'à présent. L'objectif pour moi étant de vous montrer tout à l'heure une prochaine possibilité. Donc je vous laisse éventuellement faire ce travail. Nous verrons la correction dans quelques instants. Pour la correction, donc égal ici, nous avons la volonté de faire le calcul de hors taxe, la quantité multipliée par le prix unitaire qu'on va pouvoir mettre en place. Et cette formule va pouvoir s'étirer jusqu'en bas. Pour vérifier si les calculs sont bien justes, il suffit de double-cliquer dans une cellule au hasard et de bien constater qu'on est bien en train de multiplier ici la bonne quantité par le bon prix unitaire. Pour ce qui est du TTC, le principe est le même, égal le hors-taxe juste à côté, plus le hors-taxe que nous voulons multiplier par la TVA qui se trouve ici. Là aussi, le calcul est bon dans cette cellule. Par contre, dès lors que l'on étirera vers le bas, nous allons pouvoir constater qu'effectivement, les valeurs de la TVA ne sont plus appliquées sur le calcul. Alors, le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe, toujours, est de double-cliquer sur la cellule pour afficher les couleurs. On peut constater que le hors-taxe qui se trouvait ici est bien descendu
de la même manière que ma formule. Nous sommes encore une fois en écriture relative, toutes les cellules se déplacent avec moi de la même manière, et pour cette raison, la TVA qui se trouvait dans cette cellule-là est descendue jusqu'ici. Le problème étant qu'ici, il n'y a pas de valeur, et que donc la TVA ne peut pas être appliquée. Plusieurs solutions dans ce qu'on a vu pour pouvoir régler ce problème. La première solution la plus simple, qui n'est pas la plus élégante, serait simplement d'étirer la TVA jusqu'en bas. Du coup, dans notre formule, nous constatons qu'effectivement, le calcul serait pris en compte avec la bonne valeur de TVA. On peut bien facilement comprendre que ce n'est pas la solution la plus élégante et qu'il faudrait en trouver une autre pour nous éviter de démultiplier des valeurs uniquement pour un calcul, alors qu'on pourrait éviter. La deuxième solution consisterait donc à donner un nom de variable à cette cellule, que je vais donc appeler ici TVA2, ce qui va me permettre dans ma formule de ne plus utiliser la valeur G2 de manière relative, mais de bien appeler la valeur TVA2. Là encore une fois, il est possible de constater que le calcul sera effectif, cette fois de la bonne manière, et que la TVA sera bien prise en compte systématiquement, puisque la variable TVA elle sera complètement fixe. Une troisième solution consiste à utiliser les autres écritures. Alors avant de vous la montrer, je vais simplement retourner dans le gestionnaire de noms et supprimer cette valeur de TVA2 que je viens de donner, afin de pouvoir vous montrer une autre solution. Donc ma formule ici redevient celle de départ, à savoir le hors taxe en D2 plus le hors taxe en D2 multiplié par la TVA en G2, que je vais de nouveau étirer jusqu'en bas. Nous avons vu pour l'instant l'écriture relative, à savoir la détermination d'une cellule avec sa colonne et son chiffre qui détermine la ligne. Une deuxième écriture serait l'écriture absolue, pour laquelle il s'agit de mettre des dollars devant la colonne et devant la ligne pour bloquer une cellule entièrement, c'est-à-dire l'empêcher complètement de bouger. Il est possible de mettre les dollars à la main directement dans les cellules, mais ce que je vous conseille, c'est d'utiliser la touche F4 qui vous permettra de passer d'une écriture à l'autre systématiquement. Pour vous montrer comment procéder, dans ma formule de départ, ici ou là, je me positionne sur la cellule G2 qui m'intéresse et en appuyant sur F4, je me rends compte qu'effectivement les 2 dollars sont automatiquement impactés. Cette cellule-là, maintenant, est écrite en valeur absolue et donc elle ne bougera pas lorsque je déplacerai ma formule. Il est possible de vérifier dès à présent qu'en étirant vers le bas, cette fois, quoi qu'il en soit, la cellule rouge avec la TVA en G2 est complètement bloquée et elle n'a pas pu se déplacer du tout. En plus de cette écriture absolue, 2 autres écritures sont proposées, écritures qui sont considérées comme étant des écritures mixtes, à savoir G$2 ou $G2. Ce qu'il faut retenir sur la position du dollar, c'est que le dollar va bloquer l'élément qui lui succède, c'est-à-dire ce qui vient après. Dans cette cellule-ci, cette première écriture, le dollar qui est ici bloque le 2, donc va bloquer la ligne 2, c'est-à-dire que cette cellule-là, lorsqu'on se déplacera vers le bas, elle ne pourra pas bouger ni vers le haut ni vers le bas, elle ne changera jamais de ligne. Par contre, la colonne étant libre, lorsque j'aurai un déplacement sur les côtés, elle pourra se déplacer vers la gauche ou vers la droite. À l'inverse, dans l'écriture mixte suivante, ici le dollar se trouve bien devant le G, c'est donc bien la colonne G qui est bloquée. Cette cellule ne pourra pas se déplacer ni à gauche ni à droite lors d'un déplacement de formule. Par contre, sa ligne, la ligne 2 étant libre, lorsqu'il y aura un déplacement de haut en bas, le changement de ligne sera complètement possible. Dans certains cas, il sera vraiment très intéressant, nous verrons dans l'exercice suivant, de pouvoir bloquer uniquement la ligne ou uniquement la colonne pour avoir encore une fois un peu plus d'efficacité. Ici, en l'occurrence, effectivement, le blocage total fonctionnait, mais il aurait été possible de ne bloquer cette cellule que de manière mixte, puisque lorsque nous descendons pour étirer la formule vers le bas, nous avons un mouvement où nous changeons de ligne. Il aurait donc suffi d'empêcher cette TVA de descendre avec nous, donc d'empêcher cette TVA de changer de ligne. Pour modifier l'écriture, toujours pareil, lorsque je suis sur la cellule incriminée, en appuyant sur F4, je passe successivement dans les différentes écritures. Écriture mixte où la ligne est bloquée, écriture mixte où la colonne est bloquée. Ici, on retourne à l'écriture relative où rien ne sera bloqué du tout. Et ensuite, à l'écriture absolue. Donc le fait d'appuyer sur F4 vous permettra de modifier systématiquement les différentes écritures. Ce qui nous intéresse ici, c'est donc bien de modifier cette écriture en écriture mixte, afin que la formule incriminée, en descendant vers le bas, ne fasse pas descendre la TVA. Cette cellule-ci ne pourra pas changer de ligne. Par contre, si nous avions un déplacement sur le côté à gauche ou à droite, ce qui ne sera pas le cas ici, la cellule se déplacera avec nous.
Donc ici, il suffisait effectivement de pouvoir déplacer uniquement vers le bas. On peut se rendre compte encore une fois que la TVA n'a pas eu le droit de changer de ligne puisqu'elle était bloquée dans la ligne 2. Elle est toujours bloquée dans sa ligne, dans la ligne 2 qui se trouve ici. Pour appliquer ça directement, nous voulons calculer ici des prix par rapport à des quantités. Donc le calcul est relativement simple. Cette formule va calculer la quantité ici de 10 multipliée par 2, qui est le montant unitaire. Nous souhaiterions pouvoir étirer vers le bas et il est facile de constater que les résultats ne sont pas corrects. Encore une fois, dans ce genre d'exercice, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder qui n'est pas à sa place. En double-cliquant, on se rend bien compte que le calcul qui devrait être effectué ici serait bien de 40 pour la quantité, toujours multiplié par 2. Donc c'est la cellule qui n'est pas à sa place, c'est la cellule rouge. Nous aurions souhaité que cette cellule reste ici, dans la valeur 2 € et qu'elle ne descende pas avec nous. Le mouvement que nous avons mis en place est un mouvement vertical. Nous avons décidé de descendre vers le bas, donc de changer de ligne. Et ce que nous aurions souhaité, c'est que effectivement, cette cellule ne bouge pas lorsqu'on descend de ligne. Donc effectivement, il sera encore une fois possible ici d'avoir un blocage en écriture absolue en bloquant tout, mais l'idée cette fois est d'essayer de faire le minimum nécessaire, et donc le minimum est que cette cellule-là ne descende pas vers le bas. Pour mettre ça en place, dans la formule de départ, la cellule rouge ici, la cellule K1, que je vais bloquer une fois, deux fois, pour ne bloquer que la ligne, à savoir la valeur de 2 € sera bloquée dans la ligne 1. En descendant vers le bas, je ne pourrai pas la faire se déplacer, et il m'est possible de dorénavant de pouvoir étirer juste en bas. On peut vérifier, dans la valeur ici 80 €, on constate bien que la cellule K1 était bloquée dans la ligne 1 et qu'elle n'a pas pu descendre avec la formule que nous avons étirée. De la même manière, dans un travail similaire mais horizontal, ici nous allons calculer 10 multiplié par la valeur de 2. Là encore, en étirant sur le côté, nous pouvons constater que les valeurs ne sont pas bonnes. Et en regardant la cellule qui n'est pas à sa place, cette fois nous pouvons constater que c'est la cellule bleue qui n'est pas à sa place, puisque cette cellule-là, nous aurions souhaité qu'elle reste systématiquement toujours ici, sur la valeur 10, qui est la quantité. Là encore, il serait possible de faire un blocage complet avec les 2 $, avec une écriture qui serait donc absolue, mais d'un point de vue minimaliste, pour essayer d'être le plus efficace, et nous verrons l'intérêt tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est de bloquer cette ligne pour éviter cette cellule, pour qu'elle évite de se déplacer avec nous vers la droite. Pour mettre ça en place, lorsqu'on fait un déplacement vers la droite, nous changeons cette fois de colonne, et ce qu'il est envisagé, c'est de bloquer cette cellule bleue pour qu'elle ne change pas de colonne. Encore une fois, la modification va s'effectuer dans la première cellule de formule, la cellule bleue est la cellule J13, et cette fois nous pouvons la bloquer dans sa colonne, donc une fois, deux fois, trois fois sur F4. Le dollar se trouve devant J, la valeur 10 sera bloquée dans la colonne J et ne pourra pas changer de colonne lors d'un déplacement sur la droite qui nous ferait changer de colonne. Lorsque l'on étire ce travail à la droite, encore une fois, nous pouvons constater que le résultat est bon, et vérifier ici que la cellule bleue, cette fois, est bien restée dans sa colonne J, dans laquelle elle a été bloquée. Pour appliquer ce que nous venons de découvrir, il s'agirait ici de trouver une solution pour remplir les fameuses tables de Pythagore, les multiplications, en ne travaillant que sur une seule formule. La première formule consisterait à multiplier ici la case B3 par la case C1. L'objectif de ce travail serait de pouvoir prendre cette formule, qui pour l'instant ne correspondra pas à nos attentes, de pouvoir étirer une première fois vers le bas, toute la colonne restant sélectionnée, de reprendre toute la colonne et de l'étirer vers la droite pour remplir tout le tableau d'un seul coup. Il est facile de constater ici que les cellules ne sont pas bonnes et proposent des erreurs. Et l'objectif va être de bloquer certaines cellules, soit en ligne, soit en colonne, soit totalement, en fonction de nos attentes, pour pouvoir effectuer cette démarche. Donc avant de consulter la correction qui va venir, je vous invite encore une fois à essayer de faire cet exercice tout seul, afin d'essayer de chercher un petit peu comment appliquer ce que nous venons de découvrir. Nous pouvons à présent consulter la correction. Dans ce genre d'exercice, deux manières de procéder. Avec une certaine habitude, il sera assez facile de pouvoir anticiper les cellules à bloquer ou en ligne, ou en colonne, ou totalement. On en reparlera tout à l'heure quand on aura terminé cette formule. Quoi qu'il en soit, si pour l'instant la notion d'écriture mixte et absolue reste un peu obscure ou compliquée pour vous, il y a toujours possibilité d'y aller étape par étape, en étant rigoureux avec une solution que je vais vous montrer et qui vous permet d'arriver systématiquement au bout de l'exercice.
Je vais dans un premier temps choisir un sens de déplacement. Je vais déjà m'étendre vers le bas, constater qu'effectivement le calcul est faux, et comme tout à l'heure, me servir de l'erreur, double-cliquer dans la cellule, faire apparaître les couleurs pour essayer de comprendre quelle cellule n'est pas à sa place. Ici, nous devrions faire un calcul qui correspondrait à 7, ici derrière, multiplié par 1. La valeur 7 est bien prise en compte dans cette cellule bleue. Par contre, la cellule rouge n'est pas à sa place. Vous voyez qu'elle prend la valeur juste au-dessus de la cellule sur laquelle nous sommes, et nous aurions souhaité que cette valeur soit prise ici sur le 1. Ce qui aurait été intéressant, c'est que cette cellule rouge ne descende pas avec nous lorsque nous descendons, c'est-à-dire que cette cellule rouge reste systématiquement bloquée, mais uniquement dans sa ligne pour l'instant, puisque c'est la seule chose qui nous intéresse dans ce déplacement. Encore une fois, le but ici est de ne bloquer que ce qui est strictement nécessaire. Ici, ce qui est nécessaire, c'est que cette cellule rouge qui était là au départ ne descende pas avec nous, donc ne change pas de ligne. Une fois qu'on a constaté cette erreur, il faut aller faire une modification, mais toujours et uniquement dans une seule cellule qui sera porteuse de la bonne réponse, à savoir la première cellule. Encore une fois, échappe pour sortir de notre cellule. Dans cette première formule, la cellule rouge c'est 2, et nous allons la bloquer une fois, deux fois avec F4, pour que le 2 soit devant, le dollar soit devant le 2, pardon. Donc le dollar bloque la ligne 2, cette cellule rouge sera bloquée dans sa ligne 2, elle ne pourra pas en sortir, donc lorsqu'il aura un déplacement vers le bas, elle ne bougera pas. On peut constater que du coup, les résultats mis en place sont efficaces, puisque les valeurs attendues sont bien les bonnes. Ici, nous multiplions bien 7 par la cellule rouge qui est restée sur le 1 dans la ligne 2. Je retire ma formule vers le bas, et je vais prendre cette fois toute la colonne que je vais emmener sur la droite. Et là, encore une fois, il suffit de constater l'erreur pour essayer de trouver comment la régler. Je prends une cellule au hasard, par exemple celle-ci. Je devrais ici calculer 5 multiplié par la valeur 7 qui se trouve ici. Le 5 de la cellule rouge est bien au bon endroit. Vous pouvez comprendre ici l'intérêt de ne pas avoir bloqué tout à l'heure la colonne. Si nous avions bloqué aussi la cellule rouge dans sa colonne, elle serait restée sur le 1 et n'aurait pas pu nous suivre jusque sur la valeur 5. Cette fois, la cellule qui pose problème, c'est la cellule bleue qui se trouve dans la cellule juste à gauche de la formule, alors que nous aurions souhaité qu'elle reste sur la valeur 7 qui se trouve ici. Lorsque nous avons fait notre déplacement en étirant toute la colonne vers la droite, toutes les cellules nous ont suivis, donc cette valeur qui était sur le 7 s'est déplacée avec nous jusque-là en changeant cette fois deux colonnes. Elle est passée de la colonne B jusqu'à la colonne F. Donc l'objectif pour cette deuxième modification, c'est de comprendre que la cellule bleue, elle doit être bloquée pour ne jamais sortir de la colonne B dans laquelle elle se trouve. Là encore une fois, il suffit de ressortir, de venir dans la première valeur, et de modifier cette fois la cellule bleue en appuyant une fois, deux fois, trois fois cette fois sur F4. Le dollar se trouve devant le B, donc le dollar bloque la colonne B. La cellule bleue pourra se déplacer, mais ne sera pas emmenée avec nous lorsqu'on changera de colonne. Elle sera systématiquement dans la colonne B. Il est possible à présent de pouvoir étirer vers le bas puis vers la droite et de remplir entièrement tout le tableau et de vérifier que les résultats calculés sont bien les bons. Cette cellule rouge ici est au bon endroit, la cellule bleue aussi. Pour vous montrer comment nous aurions pu anticiper et comment nous pourrons anticiper ce genre de modification sans même tester au fur et à mesure, il est facile de se rendre compte finalement que cette cellule rouge ici aura le droit de nous suivre dans les valeurs qui sont celles-ci, à savoir toutes les valeurs de la ligne 2. De la même manière, cette cellule bleue, elle, aura le droit de se déplacer de cette manière-là, donc dans toutes ces valeurs-là, à une seule condition, de ne pas sortir de la colonne B. Et c'est bien pourquoi la cellule bleue est bloquée dans la colonne B, et que la cellule rouge, elle, est bloquée dans la ligne numéro 2 que nous revoyons ici.